Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis évidemment ravi d'être une fois encore avec vous pour ce grand moment de l'année où on essaie de prendre un peu de distance. Alors, les années précédentes, on a évoqué beaucoup évidemment la digitalisation, mais on a évoqué plutôt la digitalisation de nos métiers, de nos entreprises. Ça nous a, pour certains, un peu touchés quand on a parlé d'intelligence artificielle. Et on voit que le mouvement est en marche, même si les choses n'avancent jamais aussi vite qu'on l'imagine. Là, on va essayer de prendre de la hauteur, comme vous le disait votre président, et on va essayer de raisonner au niveau de notre société. Et on va se demander si ce qu'on observe, alors en écoutant la radio, en regardant la télé, les actualités, ou plus simplement en prenant le métro, si cette montée des individualismes, on le doit vraiment aux nouvelles technologies. Est-ce que finalement, quelle société alors entre guillemets, on est en train de construire avec le digital? 4 temps forts, 4 questions que je vais poser à 3 experts, 3 intellectuels de disciplines différentes. Est-ce que la technologie peut être tenue pour responsable de ce changement, de cette montée des individualismes? 2, les nouvelles technologies, vous le savez, on l'observe tous les jours, ont accéléré la mondialisation. Est-ce qu'on a raison, nous, Français, finalement, de vivre un petit peu et de penser comme si on était un peu seul au monde? 3, on l'avait vu avec Laurent Alexandre, on nous promet l'immortalité avec les nouvelles technologies, mais plus sérieusement, on va vivre et on vit de plus en plus longtemps. Qui va s'occuper de nous? Comment va fonctionner cette société de soins à l'heure où on a de plus en plus de mal à trouver des professionnels qui veulent bien s'engager pour les autres? Et enfin, on finira par une question que je pense on est nombreux à se poser en regardant les événements récents et l'année qui vient se passer. Est-ce que finalement, là aussi, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux bouleversent même notre mouvement, notre démocratie? Et est-ce que ce modèle démocratie, c'est toujours le bon modèle à l'heure où certains pays, avec des hommes forts, marquent beaucoup de points? Alors, je vous le disais, 3 experts, j'ose 3 intellectuels, que je vais vous demander, je vais vous les présenter un par un, puis je vous demanderai de les applaudir très très fort. On a d'abord le plaisir d'accueillir une philosophe et psychanalyste, rien que ça. Elle est professeure au CNAM, professeure associée à l'École des Mines. Elle est auteure de nombreux ouvrages, et notamment « Le soin est un humanisme ». Je vous demande de réserver un accueil très chaleureux à Cynthia Fleury. Notre deuxième intervenant est économiste. Il est professeur agrégé d'économie et de gestion à l'Université de Bordeaux. Il est président fondateur de l'Institut Sapiens. Il écrit lui aussi beaucoup. Et c'est à lui notamment qu'on doit la nouvelle ferme des animaux. Je vous demande là encore d'applaudir très fort Olivier Barbeau. Olivier Babot. Évidemment, il nous fallait un entrepreneur. On va avoir avec nous un entrepreneur. Il est président et membre fondateur de Parrainer la croissance, cofondateur de l'Observatoire de l'ubérisation, et il trouve le temps d'écrire, et je suis sûr que vous avez entendu parler d'un de ses ouvrages, « Pourquoi votre prochain patron sera chinois ?» Denis Jacquet. Vas-y. Alors je le disais, on va commencer avec ce constat. Je ne sais pas si vous le partagez, mais quand on a préparé cette conférence, notamment avec Sergi Ripel, on est frappé de voir qu'effectivement, on devient de plus en plus individualiste. Nos sociétés sont composées, même les mouvements politiques, où on voit que finalement, les demandes vont un peu dans tous les sens, sont parfois contradictoires. Et on s'est demandé, est-ce que ce sont les nouvelles technologies, la technologie qui est responsable de ce changement vraiment de prisme? Oui. Bonjour à tous. Merci de votre invitation. En réalité, la technologie, elle nous a déjà changé. En fait, elle a fait l'homme tel qu'elle existe aujourd'hui. Vous êtes tous ici dans cette salle avec un cerveau qui consomme 20% de votre énergie au repos. Et ça n'est possible que parce qu'il y a 1,5 million d'années, nous avons domestiqué le feu. Les aliments cuits permettent à l'organisme de les ingérer avec 11 fois moins d'énergie. Et cette énergie sauvée
a permis de faire grossir notre cerveau à une taille qui n'a pas d'équivalent dans les autres espèces. La technologie, nous lui devons tout. Évidemment, on pourrait parler de la technologie des vêtements qui nous ont permis de perdre une bonne partie de nos poils et puis d'aller coloniser des parties de la Terre qui, théoriquement, n'auraient pas pu être des endroits où on pouvait vivre. Le premier âge des machines, c'était l'âge où les machines nous permettaient de faire plus de choses, nous augmenter, nous permettaient de courir plus vite, de voler parfois, voire d'être plus fort. Le soupçon, en effet, c'est qu'on serait entré dans le second âge des machines, celui où la technologie nous remplace. Notre grand problème, je crois que c'est un type qui s'appelle Wilson qui a dit ça, notre grand problème, c'est que nous avons un cerveau du Paléolithique, nous avons des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Et ça, c'est tout le problème du XXIe siècle, car c'est Darwin qui avait cette belle phrase « L'homme porte encore en lui la trace indélébile de son humble origine ». Et nous avons encore un cerveau qui fonctionne très très différemment de ce que les technologies nous permettent de faire. Depuis le XXIe siècle, nous sommes entrés résolument dans une économie fondée sur l'addiction. Notre cerveau est très facile à rendre addict, et nous sommes aujourd'hui tous devenus addicts aux réseaux sociaux. Les Français en moyenne scrollent chaque jour 150 mètres de réseaux sociaux. Vous savez, quand vous scrollez là, sur Twitter ou Facebook, ou 150 mètres, on est bien en dessous des Italiens qui font 260 mètres. On est tous devenus addicts, et la façon dont notre cerveau a fonctionné, notre cerveau fonctionne, est en train de changer. Ce que je veux dire, c'est que la technologie n'est pas responsable, elle accroît, elle porte à la limite cette tendance à l'individualisme qu'on avait. Les chauffeurs de taxi à Londres, depuis qu'ils n'utilisent plus leur cerveau, mais le GPS pour se retrouver, ont vu la taille de leur hippocampe, qui est l'endroit où on stocke, on pourrait dire, la représentation spatiale, la taille de leur hippocampe diminuer. En réalité, la technologie, elle change de fait la façon dont notre cerveau fonctionne aujourd'hui, et elle nous rend de plus en plus dépendants aux écrans. On passe aujourd'hui encore, c'est les derniers chiffres, 3h45 par jour et par Français de plus de 5 ans devant un téléviseur. Vous rajoutez à ça 4 heures d'écran divers, dont évidemment la tablette et le téléphone portable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous passons tous la majeure partie de notre temps éveillé et disponible devant des écrans. Et les écrans, le mot dit bien tout son sens. L'écran, c'est aussi ce qui fait écran, ce qui sépare. Il y en a quelques, je crois, dizaines de milliers au Japon, on en a aussi quelques-uns chez nous. C'est ce qu'on appelle des hikikomori, ce sont des jeunes qui vivent plusieurs années enfermés dans leur chambre, incapables d'entrer en relation avec les autres. Et c'est le grand paradoxe de la technologie, et je termine là. Le grand paradoxe de la technologie, c'est qu'on a cru qu'elle allait permettre de mettre en relation, qu'elle allait permettre de communiquer comme jamais, et en fait, parfois, souvent malheureusement, elle a l'effet exactement inverse, c'est-à-dire qu'elle nous enferme, et on sait très bien qu'on a tous sur Facebook, il y a quasiment un tiers de l'humanité qui est sur Facebook. On a tous sur Facebook des amis auxquels on ne dirait même pas bonjour si on les croisait dans la rue. Drôle d'époque. Voilà. Cynthia Fleury, la vie de la psychanalyse. Alors les écrans nous séparent. Alors, bonjour à tous. D'abord, un point sur la question de l'individualisme. Comme ça a été très bien dit par Olivier, c'est d'abord une valeur démocratique de l'état de droit. Donc on appelle ça l'individualisme méthodologique. C'est ce qui a permis de construire nos systèmes, c'est-à-dire de considérer que l'individu, les droits de l'individu, qu'il soit homme ou citoyen, sont supérieurs quand même, sont paradigmatiques par rapport à ceux de la communauté, etc. Donc structurellement, nous défendons cela comme une valeur et pas simplement comme un défaut. Mais à côté de ça, vous avez eu d'autres grands mouvements, notamment ce que Foucault a pu appeler le biopouvoir, c'est-à-dire un système qui petit à petit arrive sur le corps de l'individu, et pas simplement sur les masses, mais sur le corps de l'individu pour pouvoir le monitorer, pour pouvoir le surveiller, pour pouvoir le discipliner, etc. Bon. Et puis par ailleurs, aujourd'hui, c'est vrai que l'individu est par essence un marché, pour la faire courte. C'est au-delà d'un citoyen, d'un individu, d'un homme, un consommateur. Et Olivier a raison de dire que la denrée spécifique du capitalisme, c'est l'attention. Et donc, le capitalisme est d'abord un régime de captation de cette attention. Ce qui est problématique dans la mesure où l'attention, c'est la chose essentielle pour l'homme, tout simplement pour connaître, donc pour mettre en place une épistémologie, de la recherche, etc., mais aussi pour agir.
Or, bien évidemment, il y a une confiscation aussi de l'agir politique par le fait de venir distraire cette attention, ou de l'agir entrepreneurial, que je ne dissocie pas d'ailleurs sur la question de l'agir politique, parce que l'agir politique, il dépasse bien évidemment la question politicienne. Alors, sur la question de addictif, très clairement, et les grands spécialistes des nouvelles technologies ont tous expliqué que c'était voulu, que les algorithmes étaient profondément construits de manière effectivement à capter, donc à cliquer. On appelle ça, c'est intéressant, les liens faibles. Les liens faibles, c'est tout ce que vous faites, ce que nous faisons, pour témoigner, entre guillemets, de notre présence et de notre adhésion, de notre consentement. Et on clique, c'est un lien faible, sauf que ce lien faible est faible. C'est-à-dire qu'il est très peu lien, de fait. Donc vous avez une solidarité qui s'émousse. Ça ne veut pas dire que les nouvelles sociabilités n'existent pas. Elles existent et dorénavant, elles se couplent nécessairement à des réseaux. Il n'y a quasiment plus de sociabilités qui simplement sont uniquement sur un seul niveau. Elles s'articulent sur différents niveaux, donc ce n'est pas que problématique. Et puis vous avez aujourd'hui des travaux de gens qui travaillent non pas sur l'économie de l'attention, mais sur ce qu'on appelle l'écologie de l'attention, et qui essayent de produire demain des outils qui ne soient pas addictogènes et qui permettent de créer une attention qualitative de rapport à autrui, de rapport aux choses, et bien évidemment qui nous aide à maintenir notre hippocampe à une taille sérieuse, et la plasticité de notre cerveau aussi, de manière à ce qu'il produise ce qu'il a toujours produit, c'est-à-dire de l'intelligence, etc. Une utilisation, puisque c'est aussi mon travail de clinicienne, une utilisation positive, on a une utilisation thérapeutique aujourd'hui, tout de même, des nouvelles technologies. La réalité augmentée peut être utilisée pour travailler sur la question de la douleur d'un membre fantôme. La réalité augmentée peut être utilisée pour un travail de rééducation plus efficace. Les algos, l'intelligence artificielle peuvent nous aider à alerter, faire travailler sur la question des troubles cognitifs, etc. etc. Donc, bien évidemment qu'on n'est pas que dans la production d'un isolationnisme, mais c'est vrai que la manière la plus simple, la plus aisée, la plus courante, la plus banalisée, c'est un usage, et je n'aime pas utiliser ce terme, mais un peu autistique. Moi, j'appelle ça la camisole de jouissance. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un système de circuit de la récompense, hein, c'est ça que dont Olivier parlait. Circuit de la récompense au sens où on vient produire de la dopamine et pas de la sérotonine. Il y a des travaux entiers neurologiques sur cela pour dire que ce circuit de la récompense nous maintient, entre guillemets, en sentiment de plaisir, mais de fait, c'est insuffisant pour produire une action, etc., etc. Et ça, c'est la manière la plus aisée. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'humanisation de la technologie nous demande en fait encore plus d'intelligence, encore plus de capacité créatrice. Sinon, de fait, il y a une espèce d'abouli, il y a une espèce comme ça, d'inertie qui se met en place plus facilement. Ça veut dire qu'il faut apprendre à lutter contre cette addiction, à bien utiliser les... Tout à fait. Ça veut dire que, comme tout outil, et plus il est complexe, plus il demande des apprentissages de haute volée, de haute qualité. Et le problème, c'est qu'avec la technologie, vous avez ce phénomène comme ça d'illusion, de croire que l'outil va se substituer à la méthode. Or, jamais de la vie. L'outil ne s'est jamais substitué à la méthode, encore moins lorsque c'est une boîte noire. Et, entre guillemets, et donc il demande au contraire ce que nous ne payons pas, ce que nous ne faisons pas, c'est-à-dire de l'accompagnement. Encore une fois, le fameux coût de l'appropriation sociale de l'outil. À partir du moment où on fait ça, on peut avoir en revanche, je pense, de jolies montées en compétences et montées capacitaires de l'individu. Denis Jacquet. Moi, je dis qu'ils sont très bons tous les deux. Et je ne sais plus quoi ajouter. Non. En fait, je pense que si on regarde un petit peu l'histoire de ce qu'on vient de traverser ces quelques milliers d'années, tout converge. Alors, peut-être vous avez lu ce bouquin qui était un peu la Bible de tout le monde pendant un moment donné, de Yuval Harari, qui s'appelle « Sapiens ».
C'était amusant, effectivement, et sa théorie dans son deuxième bouquin, c'est de dire qu'on devient tellement individualiste que tout va tellement être centré sur nous qu'à la fin, notre meilleur ennemi, c'est justement nous, et qu'on va disparaître à force d'avoir voulu apparaître en permanence. Bon. Et donc, il rappelle une phrase que j'aime beaucoup, qui fait qu'à un moment donné, on a effectivement préféré le pouvoir à la raison. C'est-à-dire que ce qui était vraiment raisonnable, qui était du domaine de l'intelligence, on a fini par l'abandonner pour avoir ce pouvoir, d'abord parce que ça nous dégageait des dieux et de la religion, et la science était là, effectivement, pour prendre le pouvoir sur ces religions. Et finalement, on a nommé, avec le digital, un nouveau dieu, qui s'appelle le nombril. Non, alors c'est pas très philosophique comme terme, hein, mais le nombril est devenu juste le centre d'attention de la société occidentale. Donc, parce que finalement, quand vous regardez ce qui se passe avec cet outil qui a quand même moins de 12 ans, moi, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, que vous connaissez tous les deux, qui est Pascal Pic, qui est un anthropologue, que vous avez déjà certainement vu sur des plateaux ailleurs. Et Pascal me rappelle toujours un exemple que j'ai toujours aimé. Il a dit, voilà, on a mis 200-300 000 ans pour que l'œil humain voit la couleur. Alors, je dis peut-être des bêtises, hein, donc s'il est sur Internet, qu'il m'envoie un truc. Mais en tout cas, ça a pris du temps. Voilà. Et donc, à un moment donné, l'être humain, quand il a commencé à voir la couleur, a choisi les fruits en fonction de leur niveau de maturité. Et donc, bien évidemment, il a fait deux choses. La première, c'est qu'il a commencé à prendre des trucs beaucoup plus sucrés, parce que le fruit plus mûr, avec sa couleur, il était plus attirant, on le prenait. Et puis la deuxième chose, c'est que, je crois, en 80 ou 100 000 ans, ça a changé la totalité de la végétation. Ça a changé la totalité du tube digestif, ça a changé notre musculateur, ce qui fait des hommes d'une prestance incroyable comme moi aujourd'hui, mais parce que je mange beaucoup de sucre. Et surtout, ça a mis entre 80 et 90 000 ans à changer. Et là, en 12 ans, mais même déjà en 10 ans, cet outil a déjà transformé le cerveau humain. Deux exemples rapides, dont un qui est un peu flippant, hein, il faut l'avouer. Bon, alors l'année dernière, il y a une étude qui est sortie, qui a beaucoup fait trembler Facebook, qui a essayé d'ailleurs un petit peu de la mettre sur le côté, mais qui a fini par ressortir, qui a fait une étude sur 3 groupes différents d'adolescents, hein, puisque c'est une période très particulière du développement du cerveau humain. Ceux qui utilisaient Internet moins de 3 heures par jour, déjà on n'imagine pas qu'on puisse l'utiliser plus de 3 heures par jour, mais si, moins de 3 heures. Bon. Ceux qui étaient entre 3 et 5, et ceux qui étaient au-delà de 5. Bon. Alors évidemment, vous savez, c'est comme le glyphosate, c'est comme le truc, c'est pas du tout dangereux. Hein. De Tchernobyl, le nuage s'est arrêté en France, vous savez, parce qu'il était bloqué par la frontière, on ne sait pas laquelle. Bon. Mais néanmoins, on a observé effectivement une augmentation de 40 à 68% des dépressions lourdes et des tentatives de suicide sur ceux qui le consomment plus de 5 heures par jour. Alors, sous le contrôle de Cynthia vraisemblablement, mais parce que pendant l'adolescence, se fabrique une sorte de corps gras qui développe notamment l'empathie, l'estime de soi, etc., qui n'est plus stimulé quand on est toujours sur cet outil-là, et qui fait que, abandonné, délaissé, etc., il n'est pas stimulé, il ne se développe pas, et il ne se développera a priori jamais. Ce qui veut dire qu'en fait, vous êtes en train de fabriquer des dépressifs lourds à vie. Donc, effectivement, si on veut être d'un mauvais humour, autant qu'il se suicide. Bon, comme ça, c'est terminé tout de suite, on n'en parle plus. Donc, tant que ça ne touche pas mes enfants, vous savez, moi, justement, puisqu'on parle d'égoïsme et d'individualisme, moi, du moment que ça ne touche pas ma fille. Bon. Donc, alors, du coup, donnez juste une petite illustration pour citer le patron de Netflix qui disait « Mon principal concurrent, c'est le sommeil ». Oui, mais c'est clair. Donc aujourd'hui, l'objectif de ces outils est de capter notre attention. Et vous savez, alors je ne sais pas si vous faites cette expérience. Bon, moi j'ai une vie d'avant, comme beaucoup, avec 3 enfants qui sont grands, donc qui ne sont pas de cette génération du digital. Et puis une nouvelle vie avec une petite fille qui a 10 ans, Cynthia, je crois, un petit garçon qui a 10 ans. En fait, il y a un truc, je m'en suis aperçu hier, hein, ça m'a pris quand même quelques années. Bon. On était à Rome, on est rentré hier soir, et elle était à table et jouait avec son portable. C'est devenu une telle extension de nous-mêmes qu'en fait, il nous a fallu près de 20 minutes pour nous apercevoir qu'elle était en train de jouer avec pendant qu'on mangeait et qu'elle n'était pas avec nous, tout en étant avec nous. Bon. Donc du coup, cet outil, c'est un rapport très particulier parce que c'est un rapport entre lui et moi. Et en fait, avant, dans un échange, c'était bilatéral. Ça partait dans un sens, ça revenait vers moi. Là, on est des émetteurs principalement. C'est-à-dire, je mets une photo de mon nombril, je la mets sur Internet, tout le monde m'a vu, la communication s'arrête là. Et pour finir sur une anecdote, il y a un mois à Monaco, j'étais invité pour être jury des Influencer Awards. Awards, avec un accent. Ça pose. Awards. Et donc, il y avait des influenceurs. Alors, moi, j'arrive là, je dis, bon, pourquoi pas, influenceur, après tout, c'est Monaco, c'est sympa, je vais voir des Lamborghini.
Des filles qui se prennent en photo toute la journée, ça doit être sûrement très sympathique. Ma femme trouvait ça beaucoup moins sympathique. Mais elle dit, du coup, je vais quand même y aller avec toi, parce que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, elle est venue avec moi, ce qui a permis de contrôler mon contrôle. Et donc, on regarde le jury, et j'arrive, effectivement, je vois des gens en train de faire des selfies de partout. Parce que l'un des trucs qu'on nous demandait de juger pendant le jury, c'était non seulement le nombre de followers, donc les gens qui les suivent, et ensuite le taux d'engagement, c'est-à-dire quel est l'impact de leur engagement. C'est-à-dire quand ils font quelque chose, est-ce qu'il y a une réaction? Ce qui permet effectivement, pour nous qui avons abandonné la croyance en la pub, de faire de la fausse pub, puisque ces influenceurs sont payés par des marques, donc ils mentent autant que la pub d'avant, mais ça, pour l'instant, c'est comme le Canada Dry, ça se voit un petit peu moins. Ouais. Et donc, au moment donné, au moment d'élire l'influenceur des influenceurs, on avait le choix entre une jeune fille, mais adorable, qui a 17 ans, qui a déjà 6 millions de followers. On m'a expliqué que c'était énorme. Effectivement, pour moi, qu'on ait 12 000, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et qui a un taux d'engagement incroyable. Donc les marques... Et je dis, mais elle fait quoi? Ma fille, qui la connaît bien, elle, moi je la connaissais pas, me dit, bah ouais, elle a fait la danse du ventre comme ça. Je dis, ah ouais, c'est impressionnant. Ça, c'est sûr que ça va impacter le monde d'une façon telle qu'on est vraiment tous sauvés. Puis après, se prendre des photos dans tes positions, mais quand elle fait quelque chose, ça a un impact sur les marques. Bon. Et moi, il y avait le choix. Il y avait heureusement une catégorie impact sociétal. Et j'ai réussi à influencer les influenceurs pour faire en sorte qu'on prenne ce gars-là, qui lui récolte les déchets plastiques à Touloum derrière les hôtels, les recycle, en fait des modèles économiques pour construire des écoles, éduquer des enfants, etc. Et j'ai réussi à le faire aller. Et en fait, on est arrivé à une société où j'aimais, je me fous totalement de savoir s'il y a un retour, donc c'est quand même juste l'annihilation de tout début de vie en société. Donc on est dans l'unilatéral, on est dans l'exposition, et donc on est à nouveau dans le nombril, mais en aucun cas dans la collaboration. À toute allure, parce que le temps commence déjà à tourner à toute allure. Oui. Une question sur le digital a aussi changé les modes de travail en entreprise. On fait appel beaucoup à des auto-entrepreneurs et pas à des salariés. Il y a le télétravail. Est-ce que ça aussi, ça casse pas le collectif? Alors, en fait, le problème de l'auto-entrepreneur en France, c'est que c'était un débat extrêmement mal amené. Vous savez, on est champion des mots en France, mais on est aussi les champions de la mauvaise utilisation des mots. Coluche, vous vous rappelez, il n'y a pas d'aveugles en France, il n'y a que des non-voyants, il n'y a pas des sourds et des malentendants. Enfin, on a une capacité à ne pas vouloir dire les choses avec les mots qui est hallucinante quand on a un tel choix. Mais on a appelé ça des auto-entrepreneurs. En fait, c'était une très mauvaise traduction d'un concept anglo-saxon qui était les self-employed. C'est-à-dire, je m'auto-emploie. Et donc, du coup, tout le monde syndical, etc., s'est abattu sur ces pauvres auto-entrepreneurs en disant « Mais non, ce n'est pas des auto-entrepreneurs, c'est des salariés, il faut les requalifier. » Si on les avait appelés des auto-employés, même si j'avoue que ce n'est pas très joli, on ne serait jamais posé cette question-là. Je m'auto-emploie, donc m'emmerde pas, je fais ce que je veux. Bon. Donc il y a 1,5 million de mal nommés en France, qui sont des auto-entrepreneurs dans lesquels on trouve à peu près tout, mais assez rarement des entrepreneurs. C'est-à-dire que ceux qui viennent vraiment des entrepreneurs avec 1 ou 2 ou 3 ou 4 salariés, c'est, je ne sais plus le chiffre, mais c'est moins de 5 ou 8%, quelque chose comme ça. La plupart du temps, il y a une grande partie de seniors qu'on a sacrifiés dans ce pays, comme dans beaucoup, parce qu'on leur a expliqué qu'à 58 ans, ils étaient vieux et qu'ils n'avaient plus le droit de s'exprimer, de travailler, alors que quelqu'un de plus de 55 ans, c'est juste extraordinaire, et c'est juste quelqu'un qui va vivre encore 30 ans. Donc ça, c'est juste le scandale, mais qui a alimenté l'auto-entrepreneuriat. Et donc, on a transformé progressivement, effectivement, ces auto-entrepreneurs en ce qu'ils n'étaient pas. Donc, du coup, on exige d'eux et de ceux avec qui ils travaillent des choses qu'on n'aurait pas dû exiger d'eux, puisque c'est... Alors, la plateformisation, enfin, les Uber, etc., qui sont arrivés, ont exacerbé ça un petit peu en disant, nous, de toute façon, déjà, on ne gagne pas d'argent, par définition. Uber, ça perd toujours 2 ou 3 milliards à peu près tous les trimestres. En gros, ce que vous perdez sur votre compte en banque, nous tous, c'est à peu près ce qu'on perd tous les mois. Et donc, du coup, forcément, si en plus vous les rendez salariés, c'est-à-dire à temps plein avec les charges fixes, le modèle est mort. Bon. Et en même temps, vous rendez 20, 25 000 personnes. Au Brésil, c'est 260 000 chauffeurs. Nous, on a interdit Uber Pop en France. Le Brésil, vous savez, ça ne se passe pas très bien depuis un petit moment. Après les Jeux Olympiques, il y a eu une dépression. Nous, on a dit Uber Pop, c'est pas bon, on ne peut pas laisser des gens essayer de s'en sortir. Retournez chez vous au chômage. C'était une position, c'est la position française. Eux, ils ont dit, tu t'en sors pas, on va te laisser avoir un deuxième job dans la journée. Moyennant quoi, vous avez 260 000 personnes qui, au lieu de crever la faim, s'en sortent. C'est pas glorieux, c'est pas extraordinaire, c'est pas ce qu'on rêvait des sociétés occidentales, mais c'est mieux que de crever dans son coin. Donc du coup, on a beaucoup diabolisé ce travail-là, alors qu'en fait,
On a juste à le laisser prospérer, mais en améliorant le socle social qui est derrière. Et c'est ça qu'on fait, nous, alors, du coup, avec Day One, etc. On a réussi à faire prendre cette mesure à Deliveroo il y a 3 semaines, où effectivement, ils donnent maintenant une assurance gratuite, maladie et santé. Mais le pire, c'est qu'ils le font en risque. C'est-à-dire que demain, un inspecteur du travail peut dire, ou un juge, je vous requalifie en contrat de travail. Donc, c'est de l'esclavage moderne. Ah ben, on va améliorer leur sort. Ah ben non, sinon je te punis. Donc voilà, c'est un débat très schizophrène et très difficile à avoir en France. Cynthia, un petit mot, puis on passe à la deuxième question. Oui, un petit mot. Est-ce que ces nouvelles façons de travailler ont, comment dire, détruit le collectif ? Oui, dans la mesure où, si vous voulez, le contrat de travail, le contrat passé avec l'entreprise, il a pris un sérieux coup de canif pour des raisons structurelles, ambiantes, confrontation avec la mondialisation, management gestionnaire très dur et réifiant, normes particulières comptables qui considèrent que la rentabilité, le profit, c'est d'abord ça. Et d'ailleurs, on est en train de voir que ça y est, il y a quantité de personnes qui ne veulent plus fonctionner comme ça et qui veulent de nouveau que des normes sociales, environnementales. Vous voyez le dernier pacte pour un réveil écologique signé par une grande partie des étudiants des grandes écoles qui disent écoutez, nous, demain, on n'a pas envie d'aller travailler dans ce type de société, PME, grand, c'est très nouveau. Donc, oui, il y a eu du précariat et ce précariat a fait que télémédecine ou pas télémédecine, excusez-moi, j'ai fait un télétravail, mais c'est parce qu'on a pas mal de télémédecine aussi, télétravail ou pas télétravail, de toute façon, vous avez un phénomène comme ça de délitement du collectif. Maintenant, vous avez là aussi, je dirais, moi, mes étudiants, pour voir une différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui, étonnamment, je vois, malgré tout, même si on dénonce plus le burn-out aujourd'hui chez les étudiants, il est, pour ma part, selon moi, moins présent qu'il ne l'était il y a encore 10-15 ans. Pourquoi ? Parce que vous avez un lâcher-prise, en tout cas chez les étudiants français, sur la question statutaire qui a bougé au sens où, tiens, possibilité demain de cumuler, pourquoi pas, possibilité d'être auto-entrepreneur, pourquoi pas, parce que je le cumulerai à autre chose. Possibilité d'une intermittence du travail, etc. Oui, mais avec une solidarité à repenser, parce qu'il y a aussi une panique par rapport à ça. Mais si vous voulez, on voit quand même des gens qui sont prêts aujourd'hui à se dire, allez, il faut travailler différemment, on a envie de travailler différemment, mais on a aussi envie de défendre des valeurs environnementales et sociales de manière plus conséquente.